Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans la vallée du Ur, découvrir un village de quelques 250 habitants qu'on appelle les Denipériens. Direction Denipaire, bien évidemment. Cette commune, située à une dizaine de kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges, compte plusieurs artisans d'art que nous partons rencontrer. Claire Schmitz est tapissière décoratrice depuis une dizaine d'années. Après des études de lettres, elle décide de s'orienter rapidement vers une activité plus manuelle. En fin d'émission, focus sur un coutelier, Karim Valentin crée des pièces uniques. Une passion née par hasard à laquelle il se consacre depuis plusieurs années. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Didier Agusti, vous êtes le maire du village. Premier mandat, mais avant vous étiez adjoint. Mais pour vous, avant de parler du village, il faut raisonner en termes de vallée, la vallée du Ur. Tout à fait, la vallée du Ur est enclavée entre deux vallées industrielles. Il y a la vallée de Saint-Dié, qui est la vallée de la Meurthe, et puis il y a la vallée du Rabaudot, qui est Moyen-Moutier et Senones. Et nous sommes une vallée verte, nous sommes restés une vallée verte, parce que les industriels n'ont pas voulu venir. Et voilà, donc nous sommes une vallée vraiment touristique et artistique. Pourquoi raisonner en termes de vallée aujourd'hui, plus qu'en termes de communes? C'est important pour mutualiser les moyens? Il faut mutualiser les moyens. On a nos bois qui sont tout à fait enclavés. Et puis pourquoi acheter une petite débroussailleuse, une petite tondeuse chacun? Autant mutualiser les moyens. Et puis je crois que la vallée du Ur, on a tourné pendant plus de 20 ans ensemble, sous une communauté de communes de la vallée du Ur. Donc il faut reprendre une commune qui s'appellera la commune du Ur, et chacun gardera son petit hameau de Denipaire, Urbage, Bonsaz, Saint-Jean et Chatas. C'est l'avenir, et on aurait dû le faire déjà. J'ai fait une réunion avec mes collègues l'année dernière, et il faut le faire au plus vite, parce qu'en 2026, nous n'aurons plus un maire dans chaque petit village. Vous pensez qu'il n'y aura pas forcément de renouvellement, ça va être compliqué? C'est difficile aussi parce qu'on a une famille, et je pense que maintenant, quelqu'un qui travaille ne pourra plus être maire dans un petit village. Ça demande trop de temps, et je crois que les services de l'État nous réunissent à 9 h du matin, à 14 h, et pas souvent le soir. Voilà. Alors on va revenir sur le village de Denipaire qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. 250 habitants. 257 257, pardon. Un petit village, mais qui abrite de nombreuses choses, des artisans d'art qu'on va aller voir tout à l'heure. Tout à fait. C'est un village qui a une vie. Oui, qui a une vie et qui a beaucoup d'emplois. On a une carrosserie, on a une menuiserie, on a une caisserie. Par exemple, pour faire des caisses en bois pour les pommes de terre et autres. C'est la seule de la région Grand Est. Nous avons quand même Karim, là, qui fait des couteaux, dont vous parlerez. Il y aura Claire Schmitt, qui est la décoratrice d'ameublement. Nous avons aussi deux fermes qui fonctionnent à merveille. Et puis, on a quand même un gars qui s'occupe de volailles, qui s'appelle l'élevage Gant. Voilà. Et j'en oublie certainement, parce que c'est vrai qu'on a un panel d'emplois sur la vallée qui est quand même important. Quelles sont les richesses, les atouts de ce village, hormis bien évidemment cet atout économique? C'est surtout l'attrait touristique et le bien vivre. Parce qu'on n'est pas loin de Saint-Dié, on n'est pas loin pour prendre le train et aller à Nancy, pas loin de Strasbourg. Et ça, c'est important. Et là, on a des gens de 30-40 ans qui reviennent à la campagne pour trouver une vie agréable. Et pourquoi pas être artisan chez nous. On peut encore s'installer ici à Denipaire? Ah, on peut. On vient voir le maire et il fait tout ce qu'il peut pour ça. Il y a de la place, il y a des terrains pour construire, des maisons à réhabiliter, Il n'y a aucun problème, on trouvera. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Denipaire? Ah oui, ça va pour l'instant chez nous. On a une dynamique, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 30-40 ans qui reviennent chez nous. Et on a une dynamique, non seulement à Denipaire, mais ce que je disais tout à l'heure, sur la vallée. Et ça, c'est important qu'on ait une dynamique dans nos écoles, partout. Il faut que voilà, on a un regain d'activité et un regain de population. Donc ça, c'est important. Et on va terminer sur les projets. Il y a forcément des projets dans le village. Les projets, rien que cette année, on refait les 69 luminaires. On va économiser 51% en éclairage public. On refait bien sûr le parquet de la salle des fêtes, qui était endommagé. On va refaire une partie de nos routes, malgré que l'État ne nous aide pas du tout. Et on va refaire une conduite d'eau sur toute une rue qui n'était pas au bon diamètre. Beaucoup d'aménagements qui sont nécessaires, importants pour une commune aujourd'hui. Nécessaires et valorisants. Aussi bien pour les élus que pour les habitants.
Donc venez à Denipaire, venez dans la vallée du Ur. Bah, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Didier pour votre accueil. Merci. Nous partons maintenant rencontrer Claire Schmitz. C'est après des études de lettres qu'elle décide de se réorienter très rapidement vers une activité plus manuelle. Après un passage à l'AFPIA de Liffol-le-Grand, Claire Schmitz devient tapissière décoratrice. Claire, merci de nous accueillir dans votre atelier, boutique. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de tapissière décoratrice? Le travail des matières et le tissu, évidemment. Mais au départ, c'est vraiment un travail de matière parce que ça part de la garniture avec plein de matières différentes dans le traditionnel, le travail de la mousse, et ensuite le résultat final qui sera le choix du tissu et qui donnera le résultat final. Travailler le textile dans un département comme les Vosges, ça a forcément de la valeur, c'est important, c'est le patrimoine, on sait le textile dans les Vosges, c'est une histoire très particulière. C'est sympa de continuer. Bon, par contre, il n'y a pas d'éditeur ameublement dans les Vosges, il y en a en Alsace, mais c'est quand même sympa, surtout à côté de Senones. Et il y a encore Boussac. C'est une histoire. Alors vous parlez d'éditeurs, on voit autour de nous beaucoup de tissus. Les éditeurs, c'est les personnes à qui vous achetez des tissus, tout simplement? Des designers de textiles d'ameublement spécialisés, des maisons. Ils font des collections comme dans la couture. Donc il y a 2 collections par an. Et on choisit des éditeurs par rapport à leur style, parce qu'ils ont une identité. Et après, dans la collection, on choisit les tissus qui nous plaisent. Donc, ce qui fait que chaque tapissier décoratrice a son propre univers quelque part. On peut avoir des tissus en commun, mais on a chacun notre identité déjà au travers de nos choix de tissus. Le métier a beaucoup évolué au fil des années. Alors, on parle forcément des machines qui arrivent, mais pour vous, la main de l'homme doit rester et est très importante dans un métier comme celui-ci. En garniture traditionnelle, elle existe toujours et c'est toujours la même qu'au XVIIIe siècle, hormis ça a évolué dans la technicité. Donc on arrive à avoir, les garnitures ont grandi, on arrive à avoir plus de confort avec l'invention du ressort, mais sinon on utilise toujours les mêmes matériaux. En revanche, la grande révolution, c'est la mousse, qui apporte confort et facilité de travail pour le tapissier. Donc économie physique et de temps. Au niveau de l'industrialisation, c'est toujours l'homme qui fait une chose après l'autre, mais c'est aménagé pour gagner du temps. Vous, aujourd'hui, vous faites tout. Comment ça se passe? C'est des commandes, c'est des créations? Comment vous travaillez aujourd'hui? Alors moi, c'est beaucoup du particulier, du travail sur du mobilier qui appartient aux personnes. Je ne fais pas de création car mon métier n'est pas le métier de tapissier n'est pas de faire un siège. La carcasse, c'est le menuisier en siège qui l'a fait. Le tapissier habille le siège et suit la carcasse du menuisier en siège. Ma patte, ça va être sur l'assemblage des tissus, le choix des tissus. Et par contre, au niveau service, je prends tout en charge. J'ai un ébéniste qui va s'occuper du recollage. On remet en état la carcasse, bien sûr, avant de travailler dessus. Quels sont les meubles qu'on vous apporte le plus, les choses qu'on vous apporte le plus ici? Alors, dans les Vosges, et en Alsace, c'est le Voltaire. Sinon, après, le cabriolet Louis XV. Et sinon, des canapés, oui. Des housses de coussins. C'est ce qu'on trouve le plus. Vous êtes attaché à ce savoir-faire qu'il faut faire perdurer, qu'il faut transmettre aujourd'hui. Vous avez une apprentie. C'est important de transmettre aujourd'hui? Je pense que pour le métier, c'est important. Je pense que c'est le professionnel aujourd'hui qui transmet le mieux son savoir. Et c'est un métier pratique, donc il faut pratiquer. Mais le problème, c'est que, comme dans tous les métiers manuels, plus on avance, plus nous, professionnels, on a été moins formés et plus les savoirs se perdent. Et il y a de moins en moins de bons professionnels dans tous les métiers manuels. On est à quelques jours des journées des métiers d'art, au moment où on enregistre cette émission. Ça passe par là aussi, valoriser, montrer le savoir-faire, ça passe par des journées comme ça? Alors ce qui est important, oui, c'est de faire prendre conscience du métier aux gens, de faire connaître aux gens et aux jeunes des métiers qu'on ne connaît pas forcément, on ne sait pas qu'ils existent. Moi, personnellement, je ne savais pas que tapissier existait. Comme c'est quelque chose de sensitif, de toucher, de voir, ça permet d'ouvrir les yeux. Mon apprentie, d'ailleurs, elle est devenue mon apprentie suite à un stage de 3e, donc juste à quelques jours en atelier. Et on a fait 4 ans et aujourd'hui, elle travaille avec moi. Et tout se passe bien et on sent qu'elle est faite pour ça, quoi. Il faut être fait pour. Et ça se sent tout de suite. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des envies de développement, d'aller chercher des clients ailleurs? Quels sont un petit peu les projets, les envies que vous avez? Alors moi, mon objectif premier, c'est de faire plaisir aux gens. Et j'aime faire. Et le problème, quand on grandit, c'est que le métier change et qu'on n'est plus à l'atelier, qu'on fait des commandes, qu'on fait du papier, qu'on fait de l'ordinateur. Et c'est tout ce que j'ai du mal à faire, donc j'évite de
grandir. Merci Voilà. beaucoup Claire pour votre accueil. Nous restons dans Merci. l'artisanat et nous partons maintenant rencontrer Karim Valentin. C'est une passion aujourd'hui, un métier né quelque peu par hasard. Karim Valentin est coutelier d'art depuis bientôt 5 ans et il nous ouvre les portes de son atelier dans lequel il fabrique couteaux utilitaires et de collection. Karim, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors, votre arrière-grand-père était forgeron. Est-ce que ça a d'une façon ou d'une autre influé sur votre métier aujourd'hui ? Pas tellement. Il était forgeron à Ban-sur-Meurthe-Clefcy, pas très loin d'ici. Mais non, ça n'a pas tellement eu d'influence. C'est plutôt le monde de la chasse qui a influencé sur mon nouveau métier parce que j'ai commencé par les couteaux de chasse. Vous nous parlez de chasse parce que voilà, vous êtes chasseur, mais pas chasseur comme les autres. Non, je suis chasseur à l'arc. Je n'ai pas d'arme à feu. J'aime la chasse, j'aime manger du gibier, mais je n'aime pas les armes à feu. Alors, je chasse à l'arc, ouais. C'est vrai que c'est un peu original, mais c'est une très belle chasse. Et c'est comme ça que ça a commencé, l'idée du couteau ? Voilà, en fait, quand j'ai passé mon permis de chasse, je me suis dit, il me faut un bon couteau de chasse. Hein. Tout bon chasseur se doit d'avoir un bon couteau pour découper le gibier. Et un bon couteau de chasse, ça coûte entre 300 et 400 euros. Et c'est vrai que j'ai été étonné du tarif. Alors, je me suis amusé à regarder des vidéos de fabrication de couteaux. Pas du tout dans l'optique de me fabriquer un couteau, juste pour savoir pourquoi j'allais mettre 300-400 euros. Et puis finalement, au bout d'une soixantaine de vidéos, je me suis dit, tiens, pourquoi j'essayerais pas de me fabriquer un couteau ? Et puis voilà, maintenant, j'en ai fait mon métier. Au départ, c'était uniquement des couteaux de chasse, mais très vite, ça a changé. Alors oui, j'ai fait des couteaux de chasse principalement pendant 2 ans. Après, j'ai élargi un petit peu mon panel en faisant des couteaux de cuisine. Et après, par la suite, on va dire que c'est presque un autre métier, le couteau pliant, parce que c'est totalement autre chose. Il y a une mécanique à l'intérieur. Et je m'amuse à faire toute la mécanique faite main. Le ressort est fait à la main. Et ouais, maintenant, c'est principalement du couteau pliant. Je fais toujours du couteau de chasse et du couteau de cuisine, mais c'est 80% de mon travail maintenant, c'est du couteau pliant. Donc du couteau pliant qui est destiné à quoi finalement ? À de la collection ? Je parlais tout à l'heure de collection. Il y a une bonne partie de collection quand même. Pas mal d'utilitaires quand même, hein, mais j'en ai quand même un beau pourcentage qui part chez les collectionneurs. Des couteaux qui malheureusement ne verront jamais l'ombre d'une rondelle de saucisson, qui seront exposés dans une vitrine. Mais la première fois qu'on vous le dit, ça fait bizarre, mais maintenant je m'y fais. C'est ça, c'est un peu frustrant de se dire on a tellement travaillé sur ce couteau qui finalement va rester derrière une vitrine. C'est pas son objectif premier. Ouais, c'est vrai que les premières fois c'est frustrant, mais on va dire que c'est des pièces d'art, des pièces de collection. Et voilà, je m'y suis fait. Ça me plaît de savoir que j'ai aussi des pièces en vitrine qui ne vont jamais s'altérer, qui vont rester toujours aussi belles, si on peut dire qu'elles sont belles. Quels sont les matériaux que vous utilisez pour tous ces couteaux ? J'utilise pas mal de bois de serre, comme on voit là. J'essaie d'utiliser beaucoup de bois locaux pour essayer d'avoir le moins d'empreinte carbone. Bon, j'utilise quand même des bois qui viennent d'Asie parce que les plus beaux bois viennent d'Asie, d'Amérique du Sud. J'utilise de l'ivoire de mammouth. Parce que malheureusement, à cause de la fonte du permafrost, les carcasses de mammouth remontent, enfin c'est surtout la glace qui descend. Ils ont des découvre-plein et c'est vendu aux sculpteurs, aux collectionneurs ou pas mal aux couteliers quand même. Et je travaille assez régulièrement l'ivoire de mammouth sur mes couteaux pour les couteaux de collection c'est généralement ce type de couteau qui ne servira pas. Et c'est des demandes, c'est des propositions, comment ça se passe ? C'est sur commande toujours ? Non, je bosse plus sur commande. Maintenant, j'ai la chance de faire ce que j'aime, de faire que ce que je veux, surtout. Je fais des couteaux et je les mets en vente, mais je ne prends plus de commandes parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je prenne encore des commandes, mais j'ai encore énormément d'attentes. Alors non, pour l'instant, j'ai fermé le carnet de commandes et je bosse sur mes commandes et je fais ce que j'ai envie de faire. C'est le côté sympa de l'artisanat d'art aussi, voilà. de laisser libre cours à son... Pour moi, j'ai arrêté de travailler il y a 4 ans, je ne travaille plus, je m'éclate, hein, je fais ce que j'ai envie. Vous étiez boucher auparavant, hein ? Voilà, j'ai été boucher pendant 20 ans. Alors, je ne me suis pas du tout arrêté parce que j'aimais plus mon métier. J'adore toujours le métier de boucher. Hein. Je m'amuse à en faire chez moi. Je me suis fait un petit laboratoire où je fabrique mes saucisses, mes jambons, ma charcuterie. Mais maintenant, je le fais juste pour m'amuser. J'ai pu à me lever à 5 h du matin tous les jours. Quoi. À partir de quel prix on peut trouver un couteau, chez vous en tout cas, et jusqu'à quel prix ça peut aller ? Alors, les premiers prix démarrent aux alentours de 90 €. J'ai essayé de faire pour être en dessous de 100 €. C'est sûr que ça coûte un certain prix. Les matières me coûtent de l'argent parce qu'on utilise des matières justement qui tiennent longtemps.
Mais c'est un couteau que j'ai garanti à vie. Ça démarre à 90 et après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite en fonction des matériaux utilisés, des choses comme ça. Le plus cher que j'ai vendu coûtait 1 300 €, mais le manche était il y avait de l'ivoire de mammouth, il y avait de la molaire de mammouth. C'était un couteau qui m'a demandé beaucoup de travail. Mais après, il n'y a pas de limite. Il y a des couteaux qui se vendent 30 000, 50 000 €. J'en suis loin. Voilà. On ne sait jamais. Voilà. Merci beaucoup, Karim, pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.